avec Jean-Claude Brier. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Robert Laffont. Alors bon, vous êtes, on vous connaît un petit peu quand même, vous intervenez souvent sur Entreprendre. Vous êtes avocat spécialisé, vous êtes chez DS, un grand cabinet spécialisé dans l'immobilier. Vous intervenez beaucoup sur les problèmes d'immobilier et de fiscalité. Exactement. DS Avocat est un grand cabinet français spécialisé entre autres dans l'immobilier, mais il y a aussi la partie fiscale qui est importante. Bon, on n'est pas verni en France avec la fiscalité de l'immobilier parce qu'on est quand même matraqué à tous les étages. On est le pays qui impose le plus son patrimoine immobilier. Alors on est sûrement un pays qui impose énormément le patrimoine immobilier à tous les stades de l'acquisition. C'est-à-dire que si on prend un exemple pour que tout le monde nous comprenne, quand on travaille toute l'année et qu'on paye son impôt sur le revenu avec une tranche marginale à 45%, ensuite, on a fait des économies, on va chez le notaire parce qu'on a trouvé un appartement qui nous convenait. On va payer les droits de succession avec frais de notaire inclus à peu près 7%. 7%. 7% en moyenne. Ça a augmenté, ouais. Et c'est assez important. Et après, quand on a enfin notre appartement, bon, après chaque année, on va payer la taxe foncière avant tout. La taxe foncière qui est considérée par les techniciens du droit fiscal comme un véritable impôt sur le patrimoine. Ouais. Et qui a tendance, comme tout le monde le sait, à augmenter chaque année du fait des bases d'imposition. Alors Jean-Claude, je vous coupe parce que cet enchevêtrement d'impôts quand même, est-ce qu'on a, parce qu'il y a énormément d'impôts qui se cumulent en fait, oui. Il y a même l'IFI maintenant pour les patrimoines de plus d'1 million, 1,3 million, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a l'IFI, il y a la taxe foncière, il y a les différentes cotisations, la taxe d'habitation a été supprimée, il y a les plus-values immobilières, on parle de la plus-value sur les résidences principales. On a le record d'Europe là sur le... Je pense qu'on est... Je ne connais pas les statistiques en particulier, mais je peux vous dire qu'on est dans le pays de tête, c'est certain, de la fiscalité en matière immobilière. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, le fait que, comme on le disait à l'instant, que ça s'alourdisse parce que malheureusement, du point de vue fiscal, il y a des tendances à refiscaliser un petit peu plus, ce qui est en train de se faire au niveau du Parlement, parce que comme vous le disiez à l'instant, l'habitation principale risquerait d'être taxée dans certains cas de figure, bien entendu, alors qu'aujourd'hui elle était totalement protégée, globalement elle était totalement protégée de toute fiscalité. Or maintenant, dans certains cas de figure, il se pourrait qu'il y ait une taxation de l'habitation principale, enfin de la plus-value liée à l'habitation principale. Mais comme vous le disiez à l'instant aussi, c'est important, la goutte d'eau qui est importante au niveau de l'impôt sur la fortune, c'est celle qui justement, avec cet impôt sur la fortune qui permet à l'État de taxer à partir de 1 300 000 €, il y a une surtaxation qui se crée au niveau des propriétaires immobiliers et qui peut aller jusqu'à prendre environ 75% de leurs revenus. C'est énorme. 75%, oui. Et comment on peut se payer en France le luxe d'avoir une taxe comme l'IFI qui vient en plus taxer un patrimoine qui a déjà été fiscalisé, puisque on ne gagne pas de l'argent gratuitement en France. Comment vous expliquez qu'on soit le seul pays européen qui ait un impôt sur la fortune immobilière et en même temps on a les difficultés qu'on connaît sur le monde de l'immobilier, donc chercher l'erreur, il me semble qu'il y a un lien de cause à effet. Oui, c'est vrai. Disons qu'en France, bon, en Europe, il y a quelques pays, notamment en Espagne, qui ont encore un impôt sur la fortune, mais... pas dans toutes les régions, dans certaines régions. C'est vrai, dans certaines régions, vous avez raison. Ouais. Disons que vous me disiez, qu'est-ce qui fait que certaines personnes aient ce luxe-là de se payer l'impôt sur la fortune? Ah oui. Eh bien, bon, par rapport à mon expérience, qui n'est pas, bien sûr... Ah si, vous
vous avez quand même un certain nombre d'années. Vous êtes un ancien d'ailleurs contrôleur des impôts. Oui, je suis un ancien. Donc vous avez viré votre cutie dans le bon sens, si je peux me permettre. C'est vous qui le dites. J'ai passé de bons moments à la direction des vérifications nationales et internationales, qui est une excellente direction à la DGFiP. Et puis après, j'ai voulu faire autre chose. On dit toujours qu'on a une bonne administration fiscale. Oui, c'est vrai. C'est une très bonne administration fiscale parce qu'elle est très bien structurée, elle est bien organisée, elle est juste ou pas? Elle est juste. Elle essaie d'être juste. Ouais, mais vous qui les connaissez de près, ils sont quand même, ils essaient globalement, elle est honnête en tout cas. Bah, disons que c'est une administration qui fonctionne bien, qui est bien huilée, qui a de bons éléments. Après, elle peut quelquefois déraper. La preuve en est, c'est qu'il y a des avocats. Donc, je dis souvent, même à mes interlocuteurs de l'administration fiscale, c'est qu'on fait le même métier. C'est-à-dire que qu'on soit avocat ou qu'on soit dans l'administration fiscale, j'applique le droit de la même manière qu'eux. Et donc, si je gagne certains dossiers, c'est que le droit, quelquefois, a été mal appliqué. Donc, on fait la même chose et on essaie d'appliquer les textes de loi de la manière la plus juste possible. Dites-moi, et les contrôles, on en parlait tout à l'heure, les contrôles fiscaux commandités par des politiques ou par c'est quelque chose qui existe, ça ou c'est un mythe? Ça, il faut poser la question aux politiques. Ouais. Vous m'avez quand même dit, laissé comprendre que vous aviez été témoin d'un petit quand même, on avait un peu alourdi, voilà. Bah, disons que on va pas citer, mais non, là il faudrait poser la question à des hommes politiques. Ouais. Moi je peux pas vous répondre sur ce point-là. On voit simplement qu'il y a des contrôles fiscaux qui touchent tous les types de personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont haut placées comme des personnes de petit patrimoine, de petite envergure économique. Surface, oui. Petite surface. Et dites-moi, Jean-Claude Dry, donc on a un vrai sujet quand même, la surfiscalisation. D'ailleurs, j'avais une proposition à faire sur pourquoi n'essayons pas de taxer les investissements immobiliers qui sont faits hors de l'Europe, par exemple. Ça pourrait être une mesure, puisqu'en France, il faut taxer. Oui. Ça pourrait refavoriser l'immobilier made in France, si je peux me permettre. Oui, alors là, vous rejoignez un petit peu la question fiscale. Oui, j'apporte ma contribution. Vous apportez encore une contribution pour une taxation. Alors pourquoi pas Non, je suis contre les taxations. Mais là, autant taxer l'immobilier étranger que l'immobilier français. Je pense que ça pourrait poser, même si l'idée est astucieuse, parce que je comprends bien que vous voulez en fait favoriser l'investissement immobilier en France et non pas à l'étranger. C'est ça. Ah oui, parce qu'il est quand même aujourd'hui, l'immobilier, d'après ce que vous voyez, il redémarre un peu là, d'après les indicateurs que vous avez. D'après les professionnels, comme par exemple m'en parle Michel Platero, eh bien je pense que l'immobilier ne démarre pas vraiment, il est plutôt en difficulté. Il est plutôt en difficulté. Alors donc... je sais que Michel Platero est prudent, mais... Oui, il est réaliste aussi. Notre ami Michel Platero qui est de l'Institut, qui a créé l'Institut... Michel Platero, bonjour, qui est décidément dans toutes les bonnes rencontres, en direct de l'Auberge d'Ab. Michel, vous avez créé l'Institut, vous étiez président de la FNAIM Grand Paris, vous avez créé l'Institut Janus qui regroupe les professionnels de l'immobilier comme interlocuteurs. Plus que des professionnels. J'ai des maires, des sénateurs, des députés, des avocats comme Jean-Claude Dry, fiscaliste, plusieurs compétences au niveau des avocats, chez des promoteurs, des rénovateurs, voilà, tout ça, et on fait des propositions. Il y a du travail, parce que pour expliquer aux politiques comment relancer l'immobilier. Voilà. Bon. Alors, il y a des solutions. Il y a des solutions. On reviendra avec vous, Michel. Alors, Jean-Claude Dry, peut-être pour conclure brièvement ce premier entretien. On a besoin d'avocats, bien sûr, parce qu'il y a une complexité du droit fiscal. Est-ce qu'on peut défiscaliser son immobilier? Est-ce que vous avez des astuces ou des conseils à donner à nos auditeurs sur le sujet? Sur quelqu'un qui a un patrimoine immobilier relativement important, bien sûr.
La défiscalisation en tant que telle, c'est-à-dire ce que disent certains, l'optimisation fiscale, eh bien, c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Hein. Franchement, c'est pas à l'ordre du jour. Ne serait-ce que ce qui va sortir avec la nouvelle loi de finances pour 2025. Ce qu'il y a, c'est que déjà la bonne gestion immobilière, c'est déjà une bonne défiscalisation. C'est-à-dire trouver un bon locataire qui ne vous, du point de vue du loyer, qui vous paiera votre loyer, c'est déjà énorme parce que maintenant, défiscaliser, c'est-à-dire les lois Pinel ou autres, c'est plus à l'ordre du jour. Et même s'il existe encore certains dispositifs, mais ils sont plutôt marginaux. Le fait est que, par exemple, au niveau du Parlement, il y a la remise en cause du loyer des meublés. Le loyer en meublé, maintenant, l'amortissement qui était déductible sera toujours déductible, mais lors de la vente, lors du calcul de la plus-value, l'amortissement va être sûrement réintégré. Donc on n'est plus dans une phase de défiscalisation, mais on est dans une phase, ce que dit le Parlement, de justice fiscale, et aussi dans une phase, je dirais, de récupération de certaines données financières que n'avait plus l'État. Donc on est plutôt dans une phase qui implique des rigueurs budgétaires qui vont être ressenties par nous, contribuables. Vous intervenez beaucoup avec les entreprises aussi. Hein, oui, j'interviens beaucoup avec les entreprises. Plus que pour les particuliers qui oui, pas forcément les deux, nous faisons les deux. Un conseil peut-être pour terminer sur l'investissement immobilier. Bon, c'est pas votre spécialité première, vous êtes plus un technicien de du droit immobilier. Du droit fiscal. Du droit fiscal. Mais tout ce qui est dispositifs fiscaux, Pinel... moi, je vous dirais plutôt que je prendrai un petit peu le contre-pied de ce que vous me dites, c'est que pour quelquefois, pour sécuriser certaines opérations fiscales immobilières, il est important de bien examiner le cadre dans lequel on est pour ne pas avoir de dérapage avec l'administration fiscale. Et c'est peut-être l'un des moyens les plus sécures pour ne pas avoir à perdre de l'argent. Parce que quand l'administration fiscale vous rattrape sur un problème, par exemple, de valeur déclarée en matière d'impôt sur la fortune immobilière, eh bien on a plus à perdre qu'à gagner. Donc sécurisons nos opérations fiscales, par exemple dans l'immobilier, mais dans d'autres domaines aussi, pour ne pas avoir à perdre de l'argent face à l'administration fiscale, qui est très vigilante. Oui, c'est pour ça qu'on a besoin de gens comme vous. En tout cas, merci infiniment pour ces premières interventions en direct de l'Auberge de Dapte, un peu bruyant, mais néanmoins, on a réussi à avoir vos vérités sur le vif et on vous en remercie. Merci beaucoup. Merci Robert Laffont. Merci à Michel Platéro également qui est à l'origine de cet entretien. Du vrai direct. Michel Platéro, Institut Janus. À bientôt vous deux.